Dans cette vidéo, on va regarder le jeu de rôle Metro Otherscape. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder le jeu de rôle Tokyo Otherscape, Metro Otherscape. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. On va carrément aller dans le PDF cette fois-ci. C'est pas le PDF final du jeu. Il est susceptible à quelques changements, mais on va y aller progressivement et je vais couvrir des choses qui ne vont certainement pas changer. Par contre, ce que vous allez voir quand on va feuilleter le livre, ou plutôt scroller dans le PDF, c'est qu'il peut manquer des illustrations, il peut y avoir des erreurs de typo qui seront corrigées au fur et à mesure. Je vais pas parler des mécaniques qui pourraient encore changer, il peut y avoir 2-3 petits trucs qui changent à droite à gauche, mais le jeu est quasiment sorti là. Donc on va regarder la V0.9 de Metro Otherscape. Donc Metro Otherscape, c'est le core rulebook, c'est-à-dire que c'est là où on va trouver les règles. Le bouquin ne dépend pas d'un univers spécifique, en dehors du fait que ce soit un univers cyberpunk dans lequel il y a de la mythologie, on va le voir en avançant. Il nous propose des idées, tout ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le PDF qu'on va regarder là, finalement, couvre principalement les règles et vous pourriez choisir n'importe quelle ville que vous auriez envie de jouer dans un contexte cyberpunk mythique avec ce livre. Il va y avoir un deuxième livre qui va sortir, qu'on n'a pas encore reçu en PDF, qui s'appelle Tokyo Otherscape et qui lui est un supplément de setting et qui se concentre sur Tokyo. Donc là, pour le titre de la vidéo, j'ai mis Tokyo Otherscape parce que c'est plutôt comme ça que le jeu est connu, donc c'est plus simple pour le retrouver, je pense. Mais il faut vraiment bien comprendre qu'il y a un livre de règles plus des settings, et le livre de règles, c'est Metro Otherscape, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire une série de vidéos où on va avancer petit à petit dans le livre pour pas scroller dans tout le livre au fur et à mesure. Puis comme ça va me permettre d'avancer à mon rythme et de pouvoir faire une série un petit peu pour pas vous bombarder d'informations concrètement. Vous allez voir qu'il y aura peut-être des redondances avec ma première vidéo qui est sortie il y a pas longtemps sur Tokyo Otherscape, où j'étais passé un petit peu largement sur le jeu en vous montrant une fiche de personnage, en faisant des petits... un petit exemple vite fait d'utilisation de la mécanique sur papier, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Là, on va vraiment aller petit à petit dans le livre et essayer d'expliquer les concepts. Une chose à noter, c'est que c'est en anglais, donc je sais que ça peut être une limite pour certaines personnes. C'est la vie. Ce sera plus difficile de suivre mon aventure avec le système Myst qu'avec Shadow Dark, parce que Shadow Dark, le jeu qu'on a pas mal couvert précédemment, ça restait quand même proche de Donjons & Dragons, donc même si c'était en anglais, je pense que tout le monde arrivait à suivre. Là, ça va peut-être être un peu plus difficile, mais justement, si je fais ces vidéos où il va y avoir des redondances, etc., c'est parce que j'ai vraiment envie d'essayer de vulgariser un petit peu ce jeu. On est parti. Donc voilà la couverture de Metro Otherscape. Je pense que ça ne changera pas. Et voici la table des matières. Donc on peut voir que dans le livre Metro Otherscape, donc ça, ce sera peut-être amené à un petit peu changer d'ici la véritable sortie, mais grosso modo, ce qu'on a, c'est un chapitre qui s'appelle Signal in the Noise. Donc ça, c'est genre une petite introduction rapide. Je pense qu'on va la voir entièrement dans cette vidéo. Ensuite, on a un chapitre Imagine. Donc là, c'est plutôt du contexte pour vous aider à créer votre propre setting dans le Otherscape. Donc on va parler des grands concepts, genre le cyberspace, la technologie et le noise. Donc pas mal de vocabulaire un peu lié à l'univers qu'en soi, vous n'êtes pas obligé de respecter finalement. Mais ça vous donne une base sur laquelle vous appuyez pour ensuite choisir un setting, genre je sais pas, New York, Paris, Moscou, Sydney, j'en sais rien, une ville de notre monde que vous avez envie de passer en mode Otherscape. Là, vous aurez du vocabulaire, des grands concepts. Ensuite, on a le chapitre 2 qui doit être le plus long, je pense. À quoi qu'il y a le Create après. Mais on a le chapitre 2 où on va avoir les mécaniques en détail, comment ça fonctionne un personnage. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir que c'est un jeu qui est vraiment character-centered, c'est-à-dire que déjà, il n'y a que les joueurs qui vont lancer les dés, et il n'y a que les joueurs qui sont très, très détaillés. Le reste, c'est de la mise en scène. C'est un jeu qui se veut aussi cinématique, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des profils, par exemple, pour un peu des scènes, des challenges, etc. Mais il n'y a pas à proprement parler de bestiaires ou de grandes listes d'équipements avec plein de détails techniques. Les choses qui vont être les plus détaillées, c'est nos personnages, et le reste, ça va être plutôt une boîte à outils pour mettre en scène les choses. C'est ce qu'on va voir plutôt dans le How to Play. Donc ça va vraiment être comment on fait les actions, etc. Il y a quand même 50 pages sur le How to Play, ce qui peut paraître beaucoup. Mais il faut se dire que voilà, c'est un jeu de rôle qui n'est pas unique en son genre. Il y a d'autres jeux qu'on pourrait rapprocher de Metro Otherscape, bien sûr. Mais c'est pas Donjons et Dragons, quoi. Donc, on doit quand même rappeler pas mal de concepts, mettre quand même pas mal d'exemples pour que ça fonctionne, je pense. C'est ça qui va faire la longueur. Mais au final, le jeu est très très simple. C'est juste qu'il peut être difficile à comprendre quand on n'a pas les concepts en tête. Ensuite, honnêtement, c'est pas compliqué du tout. Ensuite, on a l'évolution des personnages et de leur crew, c'est-à-dire comment notre personnage évolue, progresse, gagne des nouvelles capacités, tout ça, tout ça. Ensuite, on a le chapitre Create, où il va y avoir vraiment comment mettre en place une série, donc c'est-à-dire une campagne, concrètement. Les étapes, donc on commence par choisir un peu le concept. C'est un peu votre session 0, si vous voulez. On peut choisir une méga city, puisqu'on va jouer dans une ville, vu que c'est du cyberpunk, probablement.
On a des pre-made megacities. On a aussi un générateur un petit peu pour créer des quartiers, des districts qu'on peut faire en groupe ou non. Hein. Le MJ pourrait avoir créé la ville en amont ou alors il peut le faire en session 0. Ensuite, on va créer les personnages. Ensuite, on va créer notre crew. Et ensuite, on va pouvoir se lancer dans le jeu. Dans cette même partie, on a aussi un chapitre sur le loadout. Donc le loadout, c'est l'équipement. Donc je disais qu'il n'y avait pas de liste d'équipements. Ce que j'entendais par là, c'est qu'il n'y a pas de longue liste de description d'équipements, on va dire, techniques avec le nombre de munitions, etc. Parce que c'est un jeu qui se veut narratif. Mais on a quand même des exemples d'équipements qu'on va pouvoir prendre pour nos personnages, mais ça reste que des exemples, quoi. Vous pourriez en inventer très très facilement. Ces exemples en fait vont surtout nous servir de base pour pas trop se tromper, je pense, lorsqu'on crée justement, lorsqu'on veut créer, puis aussi pour avoir potentiellement un petit catalogue à montrer à nos PJ. Même s'il est très facile d'improviser de l'équipement, il n'y a rien de plus simple dans ce jeu en termes de stats. Si on veut un peu avoir des moments de shopping ou de l'inspiration pour nos PJ, on peut aussi leur proposer des listes, ça peut être pas mal. Je remonte un petit peu pour préciser encore une fois que même si dans cette partie chapitre 3 Create, on a une partie pour choisir une mégacité, créer une mégacité, etc., faire un peu de world building, les livres de setting comme Tokyo Otherscape, justement, dont je parlais au début de la vidéo, vont permettre en fait de ne pas passer par cette étape, en fait d'avoir un setting préexistant avec des factions, etc., etc. Ensuite, on a le chapitre 4 qui s'appelle Run. Là, ça va plutôt être des conseils pour le MJ. C'est assez rapide. Il y a des petits conseils pour faire la différence entre si on veut avoir un style plutôt gritty, plutôt cinématique, des petits conseils sur quelques concepts de jeu, mais c'est très très bref. Des idées de job, comment en fait préparer, on va dire, des missions, parce que généralement dans un jeu comme ça de Cyberpunk, on va avoir des missions. Alors je pense que c'est pas un jeu à mission à proprement parler, honnêtement. On peut très clairement fonctionner sans le schéma mission-repos, même s'il est un petit peu implémenté dans la mécanique. On est assez souple à ce niveau-là. Par contre, avoir des idées, voilà, de l'inspiration pour préparer des jobs, les types de jobs, quels obstacles on pourrait mettre, on va dire que c'est des techniques de brainstorming, de réflexion. Ça peut être intéressant. Je sais pas d'ailleurs si on le couvrira dans ces vidéos en utilisant le livre à proprement parler. Je pense qu'on peut très bien le faire à sa façon. C'est pas nécessaire de suivre spécifiquement ce processus pour jouer au jeu. Ensuite, on a les challenges. Donc là, les challenges, c'est entre guillemets le bestiaire, mais c'est pas vraiment ça. C'est comment préparer des scènes, grosso modo, qui vont challenger les joueurs, qu'on a envie de créer un petit peu en détail. Et donc, on va avoir une liste de différents adversaires. Mais un challenge, vous voyez, c'est pas forcément un monstre à proprement parler, ça peut être un groupe d'adversaires, ça peut être une négociation, ça peut être un endroit, ça peut être une course-poursuite, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pour ça que ça s'appelle un challenge et pas un monstre, hein, concrètement. On nous donne des conseils pour en créer. Ensuite, on a un scénario que j'ai pas lu. J'avais commencé à le lire. Honnêtement, j'étais pas hyper convaincu, je vais pas vous le cacher. Mais on a quand même un scénario complet dans ce rulebook, puis ensuite des appendices. On est parti avec Signal in the Noise, donc plus ou moins l'introduction. 4 pages, un guide de 4 pages pour Tokyo Otherscape. Je pense que ça va être notre première vidéo, ça va être ça. Donc, de quoi parle ce jeu? Dans Otherscape, vous êtes des mercenaires, des survivants, des opérateurs qui vivent dans une année lointaine. On vous dit en 2000, on ne sait pas, ça pourrait être 2077, 2044, 2039, peu importe ce que vous voulez mettre, dans une mégacité dystopique, une parmi d'autres, dans un monde rempli de corruption, de pollution et d'opportunités incroyables. Donc on va faire des jobs, ça sous-tend que ce serait qu'un jeu à mission, mais honnêtement ce n'est pas que ça. La mécanique ne nous y contraint pas, mais ça reste quand même le schéma de base. Et donc on nous dit qu'on va peut-être faire de l'extraction de ressources, du kidnapping, devoir surmonter la sécurité, on va peut-être affronter des gangs, enfin il y a 1 milliard de possibilités. Et pour ça, en fait, on va créer des personnages qui vont faire partie d'un crew, donc il va falloir qu'on trouve un concept un petit peu à notre crew, je sais pas, qu'on soit les protecteurs du quartier, des vigilantes, des professionnels, simplement des mercenaires. Mais ça pourrait être aussi, on est des explorateurs, on va dans des districts un petit peu périphérique à la ville pour aller chercher des vieilles technologies, étudier des mythes, etc. On peut faire énormément de choses en fonction du concept qu'on choisit. On nous explique que dans la mégacité, la vie est noyée par le bruit. Le bruit, c'est vraiment un concept. Vous voyez, c'est en gras, c'est le noise, donc c'est vraiment un concept de jeu. C'est-à-dire, c'est l'incessant bruit de la technologie, des stimuli d'un monde postmoderne. C'est-à-dire, il y a des données, il y a de la réalité augmentée partout, de la musique partout, des pubs. On mélange nos mémoires, on prend des drogues, enfin, c'est n'importe quoi. Et que, en fait, toutes ces nouvelles technologies qui font ce bruit sont vraiment au cœur du jeu, et ça va plus ou moins être un des trucs qui va justifier qu'on puisse opérer dans l'ombre, qu'on se fasse pas forcément toujours repérer, parce qu'en fait les gens finalement vivent tous dans des mondes un peu différents, et à leur sens se superposent plein de choses, ce qui nous permet d'agir dans l'ombre en fait, dans ce monde où finalement on se parle plus tellement, et
et c'est toujours le bordel. Mais on a un autre concept, c'est le mythos. Et donc ça, c'est la résurgence en fait des anciens mythes. Donc c'est là que vous allez, en fonction de peut-être de la ville que vous choisissez, des mythes que vous choisissez, que vous allez aussi beaucoup pouvoir teinter l'univers Otherscape dans lequel vous voulez jouer. Par exemple, Tokyo Otherscape, on va pouvoir imaginer des yokai, on va pouvoir imaginer des kami, des oni, peut-être des fantômes d'anciens samouraïs, des trucs comme ça qui font à nouveau leur apparition en fait. Et le fait que tout le monde s'en rende pas compte et que ça ne crée pas un chamboulement total, c'est un petit peu aussi justifié par le noise. C'est-à-dire que si les gens ont plus besoin de sortir de chez eux, qui sont tout le temps dans le cyberspace, dans des mondes plus ou moins conçus pour eux, des paradis artificiels, ils se rendent peut-être pas compte de cette résurgence du mythos, contrairement à vos personnages qui, eux, côtoient ça, vu qu'ils opèrent dans l'ombre et qu'ils sont proches de ces choses-là. Et donc, ça peut être vraiment tout. Vous n'êtes pas d'ailleurs obligé de dire que comme c'est à Tokyo, il n'y a que des mythes japonais, que comme c'est en France, il n'y a que la bête du Gévaudan. Vous pouvez faire tous vos mélanges, etc. Parce que en plus, on est dans un monde potentiellement qui peut être cosmopolite, vu qu'on est dans un monde futuriste, donc très cosmopolite grâce à la technologie. Et du coup, ces mythes ils peuvent apparaître en tant que tels, c'est-à-dire en tant qu'esprit, mais aussi qu'en tant que relique, objet qu'on pourra utiliser. Donc ce qui est stylé, c'est que vous allez pouvoir avoir de l'équipement type, bien sûr, j'ai une mitrailleuse et des réflexes augmentés, mais à côté, j'ai aussi Excalibur et j'ai une intelligence artificielle que je garde dans mon cyberdeck, entre guillemets, c'est l'intelligence artificielle de Athéna. Je sais pas, on peut imaginer vraiment tout et n'importe quoi. Vraiment mélanger la technologie, le mythe et l'humain à foison. Et donc, ça nous permet beaucoup de créativité à ce niveau-là pour créer nos histoires. On nous dit que, au niveau du mythe d'ailleurs, tout le monde s'en fout. Nobody cares. À part peut-être les corporations et nos personnages. En fait, les gens ne se rendent plus compte de ce qui se passe autour d'eux dans ce monde. Et c'est là que nos personnages interviennent. Et donc, on nous dit que tous ces pouvoirs du mythos vont être attachés à des sources. Hein. Ça, c'est aussi un terme technique, vu que c'est en gras. Les sources, donc ça peut être des reliques, ça peut être des sortilèges, des connaissances ésotériques, ou même des lieux. Il pourrait y avoir des failles, genre on peut aller dans le trou du lapin blanc. Au pays d'Alice, au pays des merveilles, en traversant cette rue, etc. Donc il peut se passer plein de choses. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu? On nous dit que notre crew va avoir des jobs et il va devoir aller dans des archéologies pour récupérer des vieux objets mythologiques ou des technologies, etc. D'ailleurs, alors qu'on parle en ce moment même, je vous dirais que dans ce jeu, même si on vous parle de mythos, etc., le système ne vous oblige pas dans l'absolu à vous en servir. Alors évidemment, ça va peut-être limiter un peu vos possibilités. Vous allez pouvoir vous servir de moins de choses préconçu dans le bouquin, mais le système en fait vous oblige pas à jouer avec le mythos ou vous oblige pas à jouer avec le noise. On va voir que le système il est extrêmement souple et vous pourriez, je pense très facilement, jouer à un jeu sans mythos avec Metro Otherscape et même globalement jouer à quelque chose qui n'a rien à voir avec le cyberpunk avec ce système en soi. Alors bien sûr, il va y avoir des mécaniques quand même un petit peu intriquées, on va le voir plus tard, dont la saveur, on va dire, le fluff, les mots choisis, etc., sont vraiment plus attachés au concept du cyberpunk mythique. Mais en soi, les mécaniques, tout ça, sont narratives et très simples à détourner pour faire d'autres choses. Et le système qui est utilisé ici, c'est le même que celui, grosso modo. Hein. Grosso modo, la base, c'est la même que pour City of Mist et que pour Legends of the Mist, qui est un autre jeu de Son of Oak Game Studio, donc l'éditeur les créateurs de ce jeu, qui sont des jeux, eux, d'enquête dans un monde contemporain et d'aventure dans un monde de fantasy. Alors, ils ont choisi le terme rustique fantasy, donc à la Seigneur des Anneaux, à la un peu les contes de Grimm, etc. Et donc, je dirais qu'une fois que si vous aurez compris tous les concepts qu'on va voir là-dedans, ce sera très facile de faire ce que vous voulez avec ce système, hein, je pense. Bref, je dérive. Donc, quelles actions je peux faire avec mon personnage? Les capacités de mes personnages, ces assets, ces objets vont être définis par 4 regroupements de tags qu'on pourrait traduire en français par des traits. Ces regroupements-là, en fait, on appelle ça des thèmes. Donc mon personnage va être défini par 4 thèmes. Chacun de ces thèmes, ça va être un aspect central de mon personnage. Donc 4 thèmes pour définir mon personnage, et dans chacun de ces thèmes, on va trouver différents tags qui vont décrire en fait ce thème. Donc ici on a un exemple. Par exemple, je peux voir un personnage qui est un scavenger. Donc un scavenger, c'est un charognard. En tout cas, quelqu'un qui récupère les restes d'objets technologiques, qui est un peu à l'image finalement d'un personnage de Donjons et Dragons. Il va dans des endroits pour récupérer du loot. C'est un peu ça l'idée. Donc ici, notre thème, c'est scavenger. C'est son gros titre ici. Et en dessous, on a différents tags qui vont avec ce thème. Donc ces différents tags ici, c'est scavenger déjà, parce qu'en soi, le titre de mon thème est déjà un tag. Ça, c'est important de le comprendre. Mais il a aussi grimpeur athlétique et équipement de survie. Ça, c'est ces 3 tags qu'il a pour le moment. On peut voir ici en dessous qu'il y a des tags qui ne sont pas mis en lumière.
Ces tags-là, c'est des tags qu'il va pouvoir débloquer plus tard. Par exemple, une cape de camouflage, des connaissances locales et protéger mon loot, protéger mon équipement. Ça, ce sont d'autres tags qu'il n'a pas encore débloqués ici. Et enfin, on a un tag qui est d'une autre couleur, c'est socially awkward. Donc ça veut dire en gros que il est un peu gênant, il est un peu cringe, il est un peu bizarre en société, ce jeune homme ou cette jeune femme. Donc voilà ici les différents tags qui vont définir plus précisément mon thème. Donc là, c'est un thème. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que mon personnage en aura 4. Donc il aura peut-être Scavenger, mais il aura peut-être aussi un autre thème, un autre thème, un autre thème. Il aura peut-être jusqu'à 4 thèmes, quoi. En haut du thème, on peut voir le type de thème que c'est. Là, c'est un thème d'expertise. Donc ça, c'est plus une sorte de classification. Ça nous permet lorsqu'on crée notre personnage, d'avoir des thèmes qui sont vraiment différents. C'est-à-dire que si j'ai 4 thèmes d'expertise, mon personnage va être moins intéressant que si j'ai des thèmes plus variés. On y reviendra peut-être plus tard. On est défini par 4 thèmes eux-mêmes qui se déclinent en plusieurs tags. Et donc, lorsqu'on va faire une action, on va compter tous les tags qui peuvent aider notre action à se réaliser. Il faut que ces tags, évidemment, soit pertinent. J'essaye de grimper à un mur. Potentiellement, mon tag Athletic Climber, il va me servir, mais mon tag équipement de survie, pas nécessairement. À moins ça dépend ce qu'on aura mis derrière ce tag équipement de survie, mais pour moi, c'est plutôt peut-être allumer du feu, etc. On pourrait se dire que équipement de survie, c'est de la corde. Ça va vraiment être une question d'interprétation. Et d'ailleurs, le jeu se veut assez libre à ce niveau-là. Et il est important de comprendre que chacun de ces tags, qui sont des courtes expressions, genre charognard, équipement de survie, ça peut être très très large. Et en fait, il va y avoir besoin d'une conversation autour de la table pour qu'on détermine concrètement ce qu'on met derrière ces tags. Ça n'a pas besoin d'être hyper détaillé, mais on devrait se faire une idée globale pour pouvoir les interpréter derrière. En fait, ces tags, c'est une sorte d'expression raccourcie de quelque chose qui peut être plus complexe. C'est pour pas avoir à écrire typiquement sur notre feuille que j'ai de la corde, de machin, du truc bidule, machin, bidule chouette. Non, j'ai un tag survival gear qui caractérise mon personnage. Il a toujours plus ou moins de l'équipement de survie sur lui qui peut l'aider et donc lui donner un bonus lorsqu'il fait une action liée à ça. Donc il va y avoir, comme on peut le voir, une question aussi un peu d'arbitrage et de bonne foi et de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on met derrière les tags qu'on a choisis. Quand je fais mon action, je compte tous les tags qui sont sur ma fiche et j'accumule en fait tous ces tags positifs et ça me donne des bonus pour mon jet. Il existe aussi des tags spéciaux appelés des statuts qui permettent de définir des statuts, littéralement des conditions, des effets qui peuvent évoluer. Blessé, il y a plusieurs degrés de à quel point je peux être blessé. Mesmerized, donc ça veut dire hypnotisé, je peux être plus ou moins hypnotisé. Firewalled, c'est-à-dire être protégé par un firewall pour un programme, etc. Je peux être plus ou moins bien protégé. Et donc ça, ces statuts, ils sont différents des tags dans le sens où ils vont être accompagnés d'un tiers. Là où un tag n'a pas de tiers, vous voyez, il n'y a pas de chiffre, on ne dit pas je suis Scavenger niveau 3, Survival Gear niveau 2, etc. Il n'y a pas de truc numérique pour comparer ces tags entre eux littéralement. Un statut, lui, il va être accompagné d'une valeur numérique pour voir à quel point il est intense, entre guillemets, qui va pouvoir aller de 1, donc c'est-à-dire plutôt faible, à 6, deadly, voire permanent. Donc ça veut dire que je pourrais être blessé 1, ce qui n'est pas énorme, ou je pourrais être blessé 6. À partir de ce moment-là, on pourrait plutôt dire que je suis mort, en fait. Parce que en fonction du tiers qu'on va donner, on va mettre un chiffre pour mieux se repérer mécaniquement, entre 1 et 6. On va aussi pouvoir faire évoluer, en fait, juste le mot du statut en fonction de l'intensité. C'est-à-dire que on se doute bien que être blessé, c'est une étape qui va nous mener par la suite, très certainement, à mourir si on est très 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 fort blessé. Donc peut-être qu'on va commencer blessé 1 et finir mort 6. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou bien égratigné 1, blessé 2, bras cassé 3, côte brisée 4, éteint par la douleur 5 et mort 6 par exemple. En gros, les mots, ça va être notre manière, les mots qu'on va choisir là, ça va être notre manière à nous de définir vraiment dans la narration ce que ça représente. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le tiers en tant que chiffre de 1 à 6, c'est ce qui va nous aider vraiment plus mécaniquement. Mais il faut quand même prendre soin, je pense, de bien définir les mots aussi qu'on utilise pour savoir s'ils sont pertinents à chaque situation ou non. De la même manière que les tags. Si on fait pas du tout attention, qu'on écrit un peu tout et n'importe quoi, ça peut être, comment dire, interprété très très largement, ce qui est pas mal en soi, mais ça peut créer du flou, de la confusion. Donc bien choisir les mots qu'on utilise pour nos tags et pour nos statuts, ça va être un des challenges un petit peu du jeu, j'ai envie de dire, vous voyez. De la même manière que dans Donjons et Dragons, dans un premier temps, quand vous débutez, c'est pas toujours évident de définir qu'est-ce qu'une tâche facile, difficile, moyenne pour choisir la difficulté du jet de dés. Peut-être qu'un des premiers trucs auxquels vous allez devoir vous faire la main là-dessus, lorsque vous allez jouer à Metro Escape, c'est de bien choisir les mots des tags, etc. Donc ça, c'est vraiment, grosso modo, les 2 trucs techniques à retenir. C'est les tags et les statuts. Les tags, c'est juste un mot, un objet, une caractéristique, un pouvoir, en gros un fait dans la fiction, entre guillemets. Et un statut,
c'est plutôt une condition qui peut progresser ou régresser en intensité. Une fois que vous avez bien compris ça, vous êtes plutôt bon. Donc comment on joue? Donc là, on nous explique le système de session, one-shot, etc. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous savez à peu près de quoi on parle. Les joueurs vont jouer des personnages joueurs définis par les tags, etc. dont on a parlé. Le maître de cérémonie, donc le MJ, quoi. Le Game Master, peu importe. Le MC, lui, il va contrôler des PNJ, il va un peu établir des scènes, gérer les challenges. Un truc quand même qui est important à noter, c'est le terme d'ailleurs de scène. C'est un jeu qui se veut cinématique, donc on va quand même globalement penser un peu les choses en termes de scène. On va peut-être pas jouer absolument tout, en tout cas peut-être pas dans le détail, et à chaque scène on va déterminer un peu ce qu'on considère comme important ou pas. C'est un jeu qui se veut aussi narratif, et donc il se veut pas simuler un monde, ce jeu, je pense, en tout cas mécaniquement parlant. Ce que la mécanique cherche à produire, c'est plutôt des scènes cinématiques où on se concentre sur ce qui nous intéresse dans la narration. Voilà ce qu'il faut retenir. Et globalement, le jeu, comme la plupart des jeux de rôle, va se dérouler en faisant de la narration, blablabla. Et par moment, la conversation qu'on va mener autour de la table va nous amener à utiliser nos fameux tags et nos lancers de dés et nos mécaniques. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'on a dans tous les jeux de rôle, ce petit chapitre. Ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont pas fait trop long, parce que des fois, ça parle. Donc, qu'est-ce que ça va être un petit peu notre game flow? Ça, c'est intéressant de bien le remettre, vu qu'on n'est pas dans un jeu classique comme Donjons et Dragons. Donc, globalement, à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est établir une scène. Ensuite, il va y avoir une action, et il va y avoir des conséquences, et ensuite on retourne à l'établissement de la scène, à une action, à une conséquence, et on fait une boucle comme ça. Donc le maître du jeu établit ou réétablit la scène. Où est-ce qu'on en est? Présentant les challenges en place, que ce soit un gang, que ce soit le taxi qui est en train de fuir avec le VIP qu'on doit rattraper. Il nous remontre ces challenges, qu'il y en ait des nouveaux où il fait évoluer les challenges en cours. Il va faire des menaces. Donc des menaces, c'est nous dire les conséquences qui pourraient se passer si on ne fait rien ou si on échoue à faire quelque chose. Donc typiquement, si c'est un gang, si je ne fais rien, le gang, il va me tirer dessus et je vais crever. Donc le MJ, il va établir ça, il va dire, il s'apprête à ouvrir le feu sur toi, si tu fais rien, tu vas te prendre des balles, quoi. Ou alors, si vous ne faites rien pour rattraper le taxi, il va fuir dans la ruelle d'à côté et il va sortir de votre champ de vision, vous l'aurez perdu, par exemple. Ça, c'est une menace. Et une fois qu'il a bien réétabli la scène comme ça, c'était la phase establish, il va donner le spotlight. Donc, c'est-à-dire dire à un joueur, qu'est-ce que tu fais? Il peut aussi, d'ailleurs, demander qui fait quoi, enfin, qui veut agir. Le spotlight, en gros, c'est l'idée que juste on fait tourner la caméra vers un joueur, mais c'est pas nécessairement au MJ de déterminer qui va avoir le spotlight. Alors ça peut quand même être un peu le travail du MJ dans ce genre de jeu où on n'a pas d'initiative, par exemple de round de jeu, etc., de bien veiller à ce que le spotlight tourne, mais c'est pas que le rôle du MJ. Les autres joueurs aussi devraient se passer la balle, etc. Et on va voir en avançant dans ces vidéos qu'en plus ça va être important pour créer des actions combinées, etc. de bien réfléchir à l'ordre dans lequel on veut agir et à pas toujours vouloir jouer en premier, quoi. Parce que ce jeu a un bon potentiel de combo, de trucs et tout mécanique. Donc voilà, il n'y a pas d'initiative stricte à proprement parler. Il y a un spotlight qui tourne entre les joueurs. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que en soi, il n'y a pas de tour pour les méchants. Vous voyez, il n'y a pas de tour pour les méchants aussi, comme on n'a pas de round. Donc c'est vraiment le MJ fait évoluer la scène, fait des menaces, et ensuite c'est aux joueurs de jouer. Il n'y a que les joueurs qui lancent les dés. Il n'y a pas de « Ok, t'as joué, maintenant c'est au méchant de jouer ». Non, le moment où, entre guillemets, le méchant joue, entre guillemets, c'est le MJ qui dit ce que s'apprête à faire le méchant, et si on réussit pas à l'en empêcher, etc., on va se prendre des conséquences. Ça, c'est la troisième phase, les conséquences, qui arrive en dernier. Donc on pourrait dire que establish et conséquences, c'est un peu le moment du MJ, et action, c'est le moment où un PJ va faire quelque chose. Donc, quand le joueur a le spotlight, il dit l'action qu'il a envie de faire, et soit son action se déroule normalement, on se dit ça devrait forcément réussir, ou ça devrait forcément rater, un petit peu comme dans n'importe quel jeu de rôle. Parfois, on n'a pas besoin de jeter les dés, ça c'est la première possibilité. Soit on va jeter les dés, on se dit là il y a une incertitude, il y a un intérêt dramatique à jeter les dés, et donc on va compter nos tags, là, comme on expliquait plus tôt, pour voir nos bonus et tout, et on va jeter les dés, on va voir ce qui se passe. Soit ce jet de dés, il va simplement nous dire j'ai réussi, j'ai raté, j'ai réussi avec complication, etc. On verra ça plus en détail plus tard. Soit on va vouloir aller encore plus loin et créer plus de détails techniques, par exemple créer des nouveaux éléments, infliger des dégâts, enfin voilà, aller un peu plus dans la granularité de l'action en cours. Et dans ce cas-là, on va faire appel, en plus des tags, on va faire appel à des statuts, etc., à des mécaniques plus poussées. Mais en gros, c'est vraiment en fonction du rythme auquel on va avancer, de l'intérêt qu'on trouve à utiliser chacune de ces mécaniques, qu'on va déterminer si on jette les dés ou non, etc.,
Il faut comprendre que le jeu n'est pas prescriptif du tout, il est très très souple sur comment on va utiliser la mécanique, à quel moment, etc. C'est d'ailleurs une des choses qui me plaît beaucoup dans ce jeu, c'est que c'est un jeu narratif, mais qui n'est pas trop prescriptif. Et ensuite, une fois qu'on aura acheté les dés et que ça nous dira si on a réussi ou non, etc., là, on va faire les conséquences. Donc, en gros, les conséquences, c'est plus ou moins la suite logique des menaces qui ont été faites dans la partie established par le MJ. Genre, par exemple, on menaçait de te tirer dessus, t'as voulu rendre les coups, ton jet de dés a fait que tu te prends quand même quelques balles. Bon, à ce moment-là, bam, la menace est à exécution. Tu vas te faire tirer dessus par les gangsters. Tu es sorti de ta couverture pour tirer, donc tu vas peut-être leur infliger des dégâts, mais eux aussi ils vont t'infliger des dégâts. Et ça, ce sont les fameuses conséquences. Et à ce moment-là, il y aura il peut y avoir un jet de dés pour les conséquences. Si par exemple, voilà, je subis un statut, je subis quelque chose qui n'est pas purement narratif, parce qu'une conséquence, ça pourrait, par exemple, pour la course-poursuite avec le taxi, ça pourrait être simplement le taxi disparaît dans la ruelle. Bon, dans ce cas-là, je ne peux pas vraiment résister à ça, vous voyez, à cette conséquence. Mais si c'est une conséquence où je peux résister, pour résister, il y aura aussi un jet de dés pour voir à quel point j'arrive à absorber les dégâts. Donc, grosso modo, maximum pour une action, il y a 2 jets de dés. Ça va être le moment où le PJ agit, où il va jeter les dés, et peut-être un jet de dés s'il doit résister à des conséquences. Et donc ça, c'est notre boucle. C'est notre boucle de gameplay. On le voit, cette séquence se répète. Elle fait un cycle entre les personnages, comme dans un TV show, où la caméra passe d'un protagoniste à un autre. C'est bien d'un protagoniste à un autre, c'est pas d'un personnage à un autre. Donc à chaque fois, c'est plutôt vers un de nos joueurs que la caméra se tourne. On fait pas vraiment jouer les méchants. Jusqu'à ce que la scène se termine et qu'une nouvelle scène commence. Donc là, c'est le détail dont on parlait juste au-dessus. Faire une action. Concrètement, comment ça se passe. Donc on l'a dit au-dessus, ça peut être juste narratif. J'ouvre la porte, la porte s'ouvre. Il n'y a pas de jet de dés, il n'y a rien, etc. Ensuite, le deuxième niveau, ça peut être, on fait un jet de dés. Ce jet de dés va nous permettre de peut-être gérer rapidement la situation. Le troisième niveau, c'est on fait un jet de dés et en plus on veut voir les effets de ce jet de dés mécanique. Et donc dans ce cas-là, on fait une action qu'on va traquer en fait, qu'on va traquer en termes de progression, etc. Donc on a la résolution narration, la résolution jeter de dés, la résolution effect qui sont chacune des niveaux supérieurs. Donc narration, pour un truc casual où on prend pas de risque, la scène continue, voilà, en fait, on continue juste la conversation. Typiquement, c'est quand on essaie d'observer une scène, il n'y a pas a priori besoin de jet de perception, etc. dans ce jeu, ce sera plutôt l'exception que la règle. Quand on veut se déplacer dans la pièce, qu'on veut discuter avec un PNJ dans un truc où l'enjeu n'est pas énorme, voilà, c'est juste une action classique de jeu de rôle. Quand on en arrive au rôle, au niveau 2, là, on va jeter les dés. Donc on va essayer de déterminer l'action power en comptant les tags qui nous aident à faire l'action qu'on essaie de faire. Donc pour chaque tag qui nous aide à faire l'action qu'on a envie de faire, on gagne plus 1 de power. Et pour chaque tag qui va nous gêner, à l'inverse, on va perdre 1 point de power. Donc on va faire addition, soustraction. Il y a un tout petit peu de maths. Oui, ça ne va pas vous casser la figure, je pense. Ça ne va pas vous casser la figure. Et on va aussi ajouter à notre pouvoir, notre score de pouvoir en gros, le tiers du statut le plus positif et le tiers du statut le plus négatif qui pourrait s'appliquer à l'action. Donc admettons, je suis dans une course-poursuite, mon personnage il a le tag jambe augmentée qui est positif et il a le tag athlète de course à pied. Ces 2 tags positifs, ça m'amène mon pouvoir à plus 2. Maintenant, le terrain est accidenté. Ça, c'est un tag négatif. Ça me fait un -1. Donc, plus 2, -1, j'arrive à plus 1. Maintenant, mon personnage, il s'est fait hacker par un netrunner, un truc comme ça. Et il a un programme Gremlins qui perturbe son cyberware, donc son équipement. Donc on va dire qu'il est court-circuité 2, par exemple. C'est négatif, vu qu'il a besoin de ses jambes cybernétiques pour courir. Et donc il va avoir -2, parce qu'il est court-circuité 2, il a un statut tiers 2, négatif, donc il va avoir -2. Donc on était à +1, on passe à -1 pour le G. Mais disons qu'il a un sortilège ou n'importe quoi qui lui a donné un statut, genre, on va dire que par exemple la personne qui poursuit c'est hyper important pour lui et donc il a un statut en chasse 3 ou inarrêtable 3 par exemple, qui va être positif pour la course-poursuite. Donc c'est un statut positif qui va lui donner +3. Et donc on était à -1 et on repasse à +2, donc on jette à +2. Donc, comme ça semble un petit peu compliqué, mais finalement c'est très très simple. Vous passez en revue les statuts un petit peu de la scène, ça doit pas être compliqué. Si ça demande trop de réflexion, le MJ tranche et on avance. Il faut pas commencer à faire de la comptabilité. Donc au début ça peut être un peu difficile, mais je pense pour avoir commencé à y jouer que ça ne fait que se fluidifier en jouant et à la fin c'est une seconde nature en fait quand on a la mécanique en tête. Ça doit pas être compliqué. Vous repérez les tags positifs, les tags négatifs, le statut positif, du plus haut tiers qui peut s'appliquer et le statut négatif du plus haut tiers qui peut s'appliquer aussi et rouler jeunesse. Donc ça fait que vous allez rarement faire des soustractions, des additions à plus de +2, +3, allez peut-être du -4, du +4 avec les statuts de tiers élevés. Donc ça va
très très vite. Et ce qu'il faut surtout pas oublier, hein, c'est qu'on ne prend pas en compte tous les tags qui sont pas pertinents. Donc s'il y a le moindre doute, autant avancer et ne pas les prendre en considération. Il ne faut pas que ça fasse débat. C'est plutôt un truc qu'on verra en débrief, un peu comme à chaque fois qu'il y a une question de règle dans un jeu de rôle. Et aussi, il faut vraiment prendre que le statut positif du plus haut tiers, le statut négatif du plus haut tiers. Il ne faut pas en prendre en compte tous les statuts, sinon on n'a pas fini. Donc vous repérez tout de suite les plus hauts et vous allez du statut du plus haut tiers à celui du moins haut tiers, vous les passez au crible comme ça, tac, tac, tac. Bon, je suis blessé 3, c'est mon pire statut, allez, paf, ça s'applique. Faut pas se poser la question pendant 150 ans. Et donc, ce petit calcul-là, ça va vous donner votre power. Et en gros, ça va être le modificateur de votre jet de dés. Si on devrait reprendre du jargon à la D&D, vous allez jeter 2 D6, vous additionnez leur score, vous ajoutez votre power, qu'il soit négatif ou positif, et ça va vous donner le résultat. Si vous faites 10 ou plus, c'est un succès sans conséquence. Si vous faites 7 ou 9, c'est un succès avec des conséquences. Et si vous faites 6 ou moins, il n'y a que des conséquences et aucun bénéfice. Donc dans un premier temps, vous allez voir le positif. Tant qu'on est dans la phase action, on gère la réussite de votre personnage. Et c'est que après qu'on ait géré l'action de votre personnage que là, le MJ, si le jet de dés a donné lieu à des conséquences, va faire les conséquences dans un troisième temps. Sachant que les conséquences, c'est quelque chose de négatif en tant que terme technique. C'est quand le MJ va vous mettre des bâtons dans les roues, quoi, entre guillemets. Donc ça, c'était un jet classique. Et vous voyez qu'ici, on parle vraiment on est encore dans des conséquences narratives, etc. Si on a envie d'avoir des conséquences négatives plus précises, on peut utiliser les effets. On nous dit, si le degré d'un succès est important, on va pouvoir, à ce moment-là, dépenser notre pouvoir sur des effets. Donc, le pouvoir là qu'on a calculé lors de notre jet, ça devient une sorte de monnaie d'échange pour créer des effets. Et donc, on va pouvoir acheter des effets pour notre action, comme une monnaie pour acheter des effets mécaniques. Par exemple, si on attaque, on va pouvoir infliger à un de nos adversaires un statut blessé, soumis, maîtrisé, assommé, etc., en dépensant des points de pouvoir. Si on essaie d'influencer quelqu'un, on va pouvoir acheter des statuts comme convaincu ou menacé. Si on essaye de se booster soi-même, on va pouvoir acheter des statuts, par exemple, comme protégé. Je ne sais pas si j'ai la capacité de créer un champ de force, peut-être que je vais pouvoir créer un champ de force, etc. Avec Create. Vous voyez, ça c'est un effet aussi. Create, ça nous permet de créer un tag. Par exemple, mon personnage, c'est un lanceur de sorts. Je fais mon jet de dés. Je fais un 10+, donc c'est une réussite complète. J'avais 2 points de pouvoir. Avec mes 2 points de pouvoir, je vais pouvoir créer un tag avec ma magie. Genre un bouclier inifuge. Et ça devient un nouveau tag qu'on va pouvoir utiliser dans la scène, vous voyez. On va pouvoir aussi se soigner. C'est-à-dire qu'en dépensant des points de pouvoir, là, je peux aussi réduire le tiers d'un statut. Donc, si on devait faire grosso modo, comment ça marche cette dépense de points là, de pouvoir pour avoir des effets. Ça va nous permettre de créer ou détruire des tags. Donc, créer un tag qu'il n'y avait pas encore dans la scène. Du genre, par exemple, avec mon pistolet, paf, je tire sur un câble pour faire tomber un conteneur qui était suspendu à une grue. Je peux créer un tag container qui barre qui barre la rue, vous voyez, parce que paf, j'ai tiré, clac, et hop, il y a le conteneur qui barre la rue. Et maintenant, ça va être un truc dont on va pouvoir se servir mécaniquement, qui va pouvoir nous donner des bonus et des malus dans nos actions. À l'inverse, s'il y a ce conteneur qui me barre la rue, maintenant il me gêne, je peux utiliser mon lance-roquette, je tire et dépenser 2 points de pouvoir parce que j'ai réussi mon action, dépenser 2 points de pouvoir pour détruire ce conteneur et retirer ce tag de la scène. Typiquement. On n'est pas obligé de faire comme ça, on aurait pu aussi gérer ça de manière complètement narrative. Le moment où on va vraiment utiliser ces effets-là, ça va être quand on va être dans un combat où on a envie de traquer un peu tous ces trucs, une scène d'action spécifique, potentiellement, ou même pas une scène d'action, une négociation où on a envie petit à petit de créer, de mettre en valeur mécaniquement certains éléments du contexte, etc. On va aussi pouvoir dépenser nos points de pouvoir pour les statuts, en faisant monter en tiers les statuts ou descendre en tiers les statuts. Typiquement, passer un ennemi de égratigné 1 à bras arraché 5, par exemple. On peut aussi utiliser nos points de pouvoir. Ça, c'est déjà plus un peu niche, honnêtement. Je suis pas sûr que ce soit forcément utile. Si vous voulez mettre encore plus de granularité dans votre jeu, c'est vraiment optionnel. Utilisez un point de pouvoir pour découvrir un détail important de la scène. Ça pourrait être pas mal si vous voulez jouer en émergence, par exemple. Aussi, si par exemple, un joueur, il pourrait peut-être établir des éléments de la scène. Ça pourrait être un truc rigolo. Ou pour faire des extra feats, donc c'est-à-dire des petits trucs en plus. Ça, c'est vraiment du détail mécanique que je pense qu'on va pas couvrir dans ces vidéos. Ce qu'il faut retenir globalement, plus on a envie d'aller dans les détails dans nos actions, plus on va pouvoir le faire grâce à cette boîte à outils mécanique, qu'à chaque fois on va déterminer si on en a besoin ou non. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans l'absolu, on pourrait jouer sans les effets. On pourrait jouer sans les effets. On pourrait ne jouer qu'avec le rôle ici, si nous, on n'aime pas les effets, etc. Bon, du coup, ça fait quand même un peu de perdre de l'intérêt à ce système. Je suis pas sûr que vous aurez besoin spécifiquement de ce système pour rester un truc très simple comme ça. Mais voilà, le jeu vous fait confiance.
à vous pour trouver votre style et l'utiliser comme vous voulez avec cette évolution, on va dire, plus ou moins détaillée de la mécanique. Comment surmonter un challenge? Comment on sait, par exemple, quand un adversaire il est vaincu? Comment on sait quand la course-poursuite elle est réussie? Comment on sait X ou Y? Bon, déjà, vous pourriez le faire en un seul jet de dés, comme on l'a dit plus tôt, mais vous pourriez aussi décider de traquer en fait l'évolution de ce challenge. Par exemple, pour que une sorte de barre de progression, genre je rattrape le taxi avec le VIP, je neutralise mon adversaire, je réussis à convaincre le fixeur de me payer plus, etc., etc. En fait, le MJ va pouvoir établir des sortes de limites, c'est-à-dire un niveau de statut qu'il va falloir atteindre pour vaincre un adversaire. Donc, par exemple, pour convaincre un mercenaire démoniaque de se rendre, on pourrait essayer de l'amener au statut convaincu 4. Dans ce cas-là, on va faire des jets de dés, on va dépenser nos points de pouvoir pour augmenter ce statut convaincu 4, pour l'amener à 4. Et à ce moment-là, ça voudra dire que ce mercenaire démoniaque est convaincu. Mais on pourrait aussi vouloir le tuer, ce mercenaire démoniaque. Et dans ce cas-là, le MJ il peut se dire « Ah, c'est quand même un mercenaire démoniaque, il est ultra costaud. » Pour surmonter complètement ce challenge en l'éliminant par la force, il faudrait l'amener à blessé ou soumis 6 comme statut. Et ça, c'est une mécanique qui va être très très souple. C'est-à-dire que ça peut être une course-poursuite. Vous pourriez dire que pour que les PJ parviennent à rattraper le VIP là, dans son taxi, il faudrait qu'ils arrivent à rattraper 5. Et en fait, ça va être un petit peu vous, en tant que MJ, qui allez mettre une barre de progression pour voir à quel moment les PJ arrivent à arriver au bout de la scène, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est assez souple. C'est pas vraiment des points de vie. C'est pas censé représenter nécessairement quelque chose de matériel dans l'univers. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, en fonction de l'approche que décident d'avoir vos PJ, à la volée, pendant la partie, déterminer, OK, vous voulez convaincre ce mec. Moi, à la base, je pensais que vous devriez le buter, par exemple, en l'amenant à blesser 4. Bon, et ben on va dire qu'il est plus difficile à convaincre qu'à éliminer, parce que c'est plutôt un personnage machiavélique. Et donc, pour le convaincre, il va falloir l'amener à convaincre 5. Mais c'est pas la même chose, vous voyez, en termes d'approche narrative, et ça mène pas du tout l'histoire dans la même direction de neutraliser quelqu'un, de le convaincre, de le corrompre, etc. Et en fonction de la difficulté, entre guillemets, de l'effort qu'il va falloir fournir pour parvenir à surmonter cet obstacle d'une manière ou d'une autre, vous allez fixer, vous en tant que MJ, une limite, et les PJ, ils devront dépenser leurs petits points là, de power avec leur jet de dés pour progresser petit à petit comme ça. Au niveau des conséquences, ça c'est plutôt aussi du ressort du MJ. Lorsqu'un PJ il fait un jet de dés et qu'il fait 9 ou moins, c'est-à-dire qu'il fait soit un succès avec conséquence ou juste une conséquence, le MJ va pouvoir, entre guillemets, faire que la fiction va frapper ce personnage. Il se prend une balle, il tombe, il est maîtrisé, il est emmené en prison, il est rabaissé socialement, ça peut être vraiment toutes sortes de choses, les conséquences. En général, ça va prendre la forme soit d'un statut négatif qui va s'appliquer au PJ, genre humilier 3, sonner 2, ce genre de choses. Ça peut aussi être la destruction d'un tag. Par exemple, le PJ, il avait son survival gear, vous voyez, il a son équipement de survie, bah, on va dire que comme par exemple, il essaie d'escalader un mur, il fait une réussite avec conséquence, il arrive à escalader le mur, mais il doit laisser son équipement derrière lui, son équipement tombe, et il doit finir cette escalade sans son équipement de survie, et donc la conséquence, ça va être, il va perdre temporairement, en fait, le tag équipement de survie, par exemple. Ça peut aussi être ça, une conséquence. Ça peut aussi être juste une conséquence narrative, du type, comme on le disait plus tôt, votre adversaire s'échappe. Voilà, fin de la course-poursuite. Ça peut être ça. Ça peut aussi faire évoluer une limite, un statut dans un sens ou dans un autre. On est en course-poursuite, le PJ rate complètement sa manœuvre en bagnole, il était arrivé au statut rattraper 3, il devait arriver à rattraper 4 pour rattraper le taxi avec le VIP, mais là il s'est complètement planté, et donc au lieu d'arriver à rattraper 3, bah, il arrive à rattraper 1. Ils ont perdu de la vitesse, et s'ils arrivent à 0, typiquement, je sais pas, le taxi va leur échapper complètement et ils vont devoir retrouver le VIP d'une autre manière dans une autre scène plus tard. C'est ça les conséquences. Et pour les conséquences, il n'y a pas de règles strictes. C'est-à-dire c'est vous, en tant que MJ, qui choisissez à chaque fois les conséquences que vous allez délivrer. Donc typiquement, c'est un truc ultra violent, genre un lance-roquette qui frappe les PJ, peut-être que vous allez mettre blessé 4 directement, ce qui les amène à 2 doigts de la mort. Mais si c'est plutôt des seconds couteaux qui leur tirent dessus, vous allez peut-être mettre un blessé 2, vous voyez. Ça va être à vous de gérer. Et vous allez avoir, heureusement, plein d'exemples de challenges, etc. pour vous donner une petite idée de comment mesurer ça sans faire de grosses bêtises. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, pour terminer un peu sur les conséquences, c'est que les conséquences, c'est un petit peu la même chose que les actions des PJ. Ça peut être une conséquence narrative, c'est tout, c'est l'histoire qui avance, hop, on avance. Ou ça peut être un truc que vous voulez traquer, c'est-à-dire un statut, la destruction de tag, ça peut être affecter la mécanique, mais ça peut, ça peut aussi juste faire avancer l'histoire dans une direction négative pour les PJ. Toutes ces histoires-là dont on a parlé de conséquences et de limites, là, donc qui sont plutôt, entre guillemets, les barres de progression des problèmes des PJ, les conséquences négatives qui peuvent
subir, c'est regroupé sous le vocable de challenge, c'est-à-dire plus ou moins des profils. Je vais vous montrer vite fait. Typiquement, un membre de gang, voilà un profil de challenge. Donc ça, c'est que du fluff. Toutes ces parties-là, c'est une description, etc. Ici, on a ces deux limites. Genre, par exemple, on peut le blesser ou le soumettre en l'amenant à un statut 3 dans ce sens. Il est plus facile à menacer. Ils sont pas très courageux, donc si on arrive à les amener à Threaten 2, ils vont sûrement se rendre ou fuir. Ils ont l'avantage du terrain, vous voyez, ça c'est un tag qui pourrait être un malus pour les PJ si ils devaient affronter les membres de gang sur leur propre terrain. Dès le début du combat, à un moment donné, on nous donne des idées un peu de trucs narratifs qu'on pourrait faire. Typiquement, on pourrait dire qu'une fois par scène, établir que les membres du gang s'apprêtent à s'injecter des drogues de combat, et que si personne ne fait rien, qu'on les interrompt pas, etc., qu'il n'y a pas d'action de PJ ou qu'on ignore cette menace, eh ben, ils obtiendront le statut Nitro Reflex 2, qui va sûrement les aider à esquiver, à se battre et tout. De la même façon, là, on nous dit qu'ils peuvent menacer les PJ, et si personne ne fait rien, si on n'arrive pas à les en empêcher, à résister, tout ça, ils vont pouvoir infliger le statut Intimidé 2. Ou alors ils peuvent faire blessure superficielle 2 en attaquant, etc. Donc on a des exemples de conséquences comme ça qui pourront être utilisés. Et tout ça, c'est très très souple. C'est-à-dire que c'est pas à proprement parler des profils comme des créatures de Donjons Dragons. C'est-à-dire que si les PJ, ils veulent maintenant corrompre les gangs même, les membres de gang, eh ben, on peut réfléchir à la volée à qu'est-ce que... Ok, moi j'ai que blessé et menacé. À quel point je considère que c'est facile de les corrompre? Est-ce que j'ai envie de créer un tag? Est-ce que j'ai envie de mettre un statut? En fait, une fois qu'on a compris ce vocabulaire, cette gymnastique de tag, statut, menace, etc., en fait, on peut faire évoluer à toute blinde la situation et s'adapter. À force d'utiliser des exemples qui nous sont proposés par le jeu et tout, ça devient très très simple. Donc je vais m'arrêter là pour cette partie, parce que je vois que la suite, c'est parler un peu de l'évolution des personnages. Je pense qu'on y reviendra plus tard. C'est déjà des trucs un peu plus détaillés. Mais là, vous avez le passage en revue, grosso modo, du cœur du jeu. Tout le reste, c'est de l'option, c'est du détail. C'est des cas spécifiques. Si on devait résumer pour cette première vidéo, qui doit ressembler beaucoup, si vous avez regardé une de mes vidéos précédentes à la précédente, j'en conviens. Si on devait résumer, le jeu se définit par ses tags et ses statuts, qui nous permettent d'établir des bonus et des malus, et de traquer l'évolution d'une scène, d'une situation, de l'état des PJ, de leurs adversaires, tout ça. C'est les deux grands trucs qui sont au cœur du système. Et lorsqu'on va jeter les dés, ce sera 2d6 plus ses bonus et ses malus. Et en fonction de notre résultat, on va avoir une réussite avec des conséquences négatives, ou juste des conséquences négatives. C'est ça, globalement, la base du jeu. La chose qui est importante à retenir, c'est qu'avec un jeu aussi souple, évidemment, il va falloir établir ce qu'on met derrière les tags, ce qu'on met derrière les statuts, le sens qu'on met derrière les choses, parce que ces tags, ce sont juste des éléments auxquels on décide de donner de l'importance. Il va être vraiment essentiel d'avoir cette conversation autour de la table. Et en fait, comme ça semble hyper compliqué, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est déjà ce qu'on fait dans tous les jeux de rôle quasiment, à part des jeux de rôle très prescriptifs. C'est déjà le MJ qui plus ou moins fait l'arbitrage normalement de « Ok, là, je te donne un petit bonus de bidule, je te donne un petit malus de machin. Ah, je pense que cet équipement-là, ça marche pas. » Et voilà la difficulté. Il y a quand même beaucoup d'arbitrage dans un jeu de rôle classique. C'est la même chose ici. On utilise juste un vocabulaire un petit peu différent, mais il n'y a rien de bien sorcier. En fait, au lieu d'évaluer globalement la scène un peu genre au pifomètre, est-ce que ça devrait être difficile, facile, etc., on regarde les tags positifs et négatifs. Chaque tag positif nous donne +1, chaque tag négatif nous donne -1. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. On ajoute à ça le statut positif le plus important et le statut négatif le plus important, et on jette les dés, quoi. Et puis rouler jeunesse, j'ai envie de vous dire. Donc vraiment, c'est pas sorcier. Sans même avoir le jeu, vous pourriez tester de jouer un peu comme ça. Vous créez un personnage, il a genre quelques tags. Vous créez un méchant, il a quelques tags. Et vous essayez de vous faire une petite scène chez vous comme ça. Et ça marche très très bien. J'espère que ces vidéos, à terme, serviront à la postérité quand ce jeu, je l'espère, enfin globalement, ce système de jeu, les jeux de Son of Oak Game Studio auront l'attention qu'ils méritent. Vous pourrez revenir voir ces vidéos pour réappréhender le système avec un autre regard que le vôtre, simplement en lisant le bouquin. J'espère que ça vous sera utile. Dites-moi si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et à très bientôt sur Le Bon MJ pour la suite de ces tutos sur Metro Other Escape.